I feel really connected to this story. Go on. Right here, in this neighborhood, the legend started. And the legend is, if we say his name 5 times while looking in the mirror, we could summon him. Summon the Candyman. Hell no. Bonjour à tous, c'est Mathieu et je vais vous parler d'un film d'horreur, ou plutôt d'une saga de films d'horreur qui a fait beaucoup parler d'elle récemment. C'est évidemment Candyman. Vous n'êtes pas sans savoir que le Boogeyman est de retour dans un long métrage qui a fait pas mal parler de lui, et nous ça nous a vachement passionnés dès qu'ils l'ont annoncé, parce que déjà on adore évidemment le film de 1992, mais aussi parce qu'il est produit par Jordan Peele, qui a quand même, qu'on le veuille ou non, jeté son dévolu sur le cinéma d'horreur contemporain, parce qu'il est réalisé par une cinéaste que beaucoup promettent à un avenir radieux, qui est Nia DaCosta, et surtout parce que, quoi qu'on en pense en général des reboots et compagnie, refaire un Candyman en 2021, ça a du sens. Donc je vous préviens, je vais pas me contenter de faire une sorte de critique ou une analyse d'un film qui anime déjà des débats assez houleux, et c'est plutôt normal parce qu'il est très politique. Ici le but c'est de prouver grâce à ce film là que les suites ça a parfois du bon. Donc qu'est-ce que c'est que Candyman? Donc là je vais vous parler du tout premier film qui est sorti en 1992. Comme toutes les bonnes choses de ce monde, ça vient de l'esprit de Clive Barker et plus précisément de sa nouvelle The Forbidden. A noter d'ailleurs que la nouvelle se déroule à Liverpool et que le réalisateur, donc Bernard Rose, a délocalisé l'action à Chicago, ce qui n'est pas inintéressant quand on sait qu'on associe souvent les thématiques soulevées par le film aux grandes villes américaines. Bernard Rose a donc adapté la nouvelle en y ajoutant beaucoup de choses, dont par exemple une inspiration de certains faits divers. Bon, je suis obligé de balancer l'anecdote parce qu'elle est très célèbre, mais Eddie Murphy devait à l'origine être Candyman, mais c'est finalement le génial Tony Todd qui a hérité du rôle, et un sacré rôle, c'est-à-dire qu'il est instantanément devenu iconique. Mais j'ai pas envie de vous déballer la jeunesse du film en mode page Wikipédia. Pour moi, dans l'histoire de la conception de Candyman, le premier, il y a un détail qui permet de faire le lien avec le nouveau film. En fait, et c'est aussi ce qui en fait une œuvre aussi atypique au sein de la production horrifique, Rose, le réalisateur, n'a jamais trahi le sous-texte social de la nouvelle, et au contraire, il s'est complètement plongé dedans. Et là où beaucoup se réfugieraient dans un tournage en studio, surtout que c'était pas du tout un gros budget, eh bien lui, il a tourné quelques jours dans le quartier dont il s'est directement inspiré pour le film, le fameux Cabrini Green. Cette cité, comme on l'appellerait en France, c'était un peu devenu un symbole de la façon dont les États-Unis gèrent les logements des personnes pauvres et de l'insécurité que cela implique, et évidemment de à quel point ça perpétue un racisme général. L'histoire de Cabrini Green, en dehors du film, elle est elle-même assez cruelle, et on se rend compte que les populations ont été complètement abandonnées, complètement rejetées par les pouvoirs de la ville et du pays. Je vous conseille d'aller voir, de vous renseigner. Et c'est exactement ce que capte Rose avec Candyman, et qu'il parvient à retranscrire par un biais totalement horrifique, celui de la légende urbaine. Parce que le cinéaste ne se contente pas de faire du boogeyman un instrument de terreur, ou même tout simplement un symbole de l'insécurité en elle-même, il en fait un mythe, avec tout ce que ça implique. Et de cette façon, il ne montre pas juste bêtement que vivre en marge de cette façon, c'est très difficile, il montre aussi la façon dont cette ségrégation fabrique une légende qui les isole encore plus. Et cette légende, elle est elle-même née de la ségrégation, donc qui met en scène une sorte de cercle vicieux de racisme qui est tellement plein de douleur et de cruauté que le personnage éponyme en devient tragique, et il perd presque ses attributs horrifiques sur la fin. Et d'ailleurs, Rose lui-même disait dans un entretien à N-Cool News qu'il le voyait comme un personnage très romantique. Et c'est important pour la suite, il met en scène la façon dont ce mythe dépeint l'abandon des habitants de cette cité. Et d'ailleurs, en revoyant le film pour cette vidéo, j'ai été marqué par une scène dont je ne me rappelais plus parce qu'elle était moins spectaculaire, sanglante, etc. que les séquences les plus marquantes qui restent en tête, mais c'est une séquence qui en révèle beaucoup du point de vue de Rose. Donc c'est la scène où il y a une sorte de dîner entre le personnage principal qui fait donc une thèse sur les légendes urbaines, et elle s'explique avec un autre thésard, du moins je crois un autre professeur qui est expert du même sujet. Elle parle de Candyman, et en fait lui il est rhabillé un peu pour l'hiver en lui rappelant la légende en elle-même parce qu'elle est censée pas la connaître alors qu'elle veut en faire plus ou moins son sujet d'étude. Et en fait par la suite elle va sur le terrain et on se rend compte qu'elle y connaissait finalement beaucoup plus que ce mec qui lui explique la vie en gros. Et en fait, le concept du mythe est vachement pratique pour la bourgeoisie blanche, c'est vraiment ce que ça veut dire cette séquence. Et la différence entre ce mec et Hélène, donc le personnage principal, c'est que elle, comme Rose et son équipe, elle va sur place pour se confronter au mythe. Et comme elle le dit elle-même, et comme c'est répété d'ailleurs dans le nouveau film, il faut que ce soit une étudiante blanche qui ait des problèmes pour que le mythe reprenne une certaine réalité, que l'insécurité dans les cités devienne un sujet dont on se préoccupe, parce que quand ce sont des habitants qui y passent, ça devient un mythe dont on pense, mais sans jamais vraiment s'en occuper. Donc oui, vu les mouvements actuels sociaux, non seulement l'original ne perd pas de son intelligence, mais il avait toutes les raisons de se faire récupérer. S'il y a bien une franchise qui mérite qu'on la perpétue encore, c'est bien Candyman, justement parce qu'elle est absolument politique. Et c'est là que je reviens à l'histoire de Cabrini Green, le vrai,
Parce qu'à partir de la fin des années 90, quelques années à peine après le film de Bernard Rose, le gouvernement a décidé de détruire ces habitations et en 2011, le tout dernier immeuble a été démoli. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Eh bien, la gentrification. Et c'est de ce sujet que s'en parle le nouveau film, parce que c'est bien une suite et du coup ça s'attaque à des problématiques contemporaines sur l'après quoi. Les personnages sont des artistes loin d'être pauvres, qui habitent donc dans une zone gentrifiée qui a succédé à Cabrini Green, et la deuxième séquence du film, après la séquence d'ouverture, elle explicite sans pincette, très littéralement, elle va même jusqu'à créer ce petit instant de malaise au moment où les personnages sont confrontés à un embourgeoisement qui est de leur fait. Candyman version 2021 pourrait ressembler à une version un peu inversée de l'original, où la noirceur qui se cache dans un environnement rongé par la peur, il laisse place aux vices qui se tapit dans les grands appartements. Et d'ailleurs, l'ouverture avec le générique semble l'annoncer. Le premier film s'ouvrait avec un plan en plongée totale, donc face au sol, un procédé qui est super populaire aujourd'hui, avec tous ces films indés qui utilisent des drones, mais qui était assez inédit à l'époque. Et cette suite, elle montre son générique sur presque un négatif de ça. On regarde le ciel et ce sont les immeubles modernes, noyés dans la brume, qui apparaissent, comme s'ils nous plongeaient dans l'inconnu. En 2021, la légende de Candyman, elle existe chez les bobos, pour le dire très trivialement, et utiliser une expression qui est utilisée un peu à tort et à travers. Et d'ailleurs, c'est peut-être pousser un peu loin la comparaison, mais ce petit univers de l'art et du commerce de l'art, qui se veut engagé, parfois sincèrement, parfois juste pour la thune, il fait pas mal penser à Hollywood d'aujourd'hui, qui ne manque pas de répéter ad nauseam ses valeurs démocrates, et qui repense sa fiction parfois de manière très sincère, parfois de manière très artificielle. On pourrait voir ça dans le personnage de Clive, et oui, on sait pas si c'était le meilleur personnage pour un hommage à Barker. Donc ce personnage de Clive, qui est un vendeur d'art, a priori très engagé, etc., mais qui n'a pas un comportement génial, qui est très paternaliste et qui cherche surtout à se faire du bif sur le succès de toutes ces réflexions sur le racisme, etc. Et je parle même pas des gens importants qui créent presque un business sur les meurtres qui émaillent le film. Donc voilà, ce que met en scène Candyman 2.0 prouve qu'une suite est loin d'être superflue, parce qu'elle amène des thématiques du premier dans des questionnements plus récents, par un biais qui est toujours pertinent, parce qu'à l'heure des réseaux de circulation de masse des informations, le concept de légende urbaine est plus pertinent que jamais. Et du coup, même s'il semble à première vue voir ce changement de contexte comme l'occasion de faire évoluer Candyman dans un environnement aux antipodes de celui du premier, il convoque volontairement les mêmes idées. Il applique les thématiques de l'original à un environnement qu'on essaye de nous vendre comme une sorte de contre-pauvreté, c'est tout le concept de la gentrification, ça se veut l'inverse total des égarements du passé, mais ça rend quand même coupable d'inégalité. Candyman, comme le mythe qu'il met en scène, ne cessera jamais d'être d'actualité, et c'est tout le sujet du long métrage en fait, c'est littéralement ce qu'il raconte. Et c'est aussi pourquoi c'est intéressant que ce soit une vraie suite qui a vraiment compris la fin du premier lorsqu'elle l'a refait à sa manière. Cette fin qui rappelle qu'à trop se plonger dans des légendes urbaines, surtout sociales, on finit par en devenir une nous-mêmes. Donc c'est sa force, mais c'est aussi un peu sa faiblesse, c'est-à-dire que du coup le film se retrouve à expliciter des choses qui étaient déjà sous-entendues chez Bernard Rose. Je vais pas spoiler, mais la thèse la plus évidente qui est énoncée par le film, c'est que Candyman n'est pas un monstre, mais une idée. Et en fait c'est quelque chose qu'il y avait déjà évidemment dans la version de Rose, mais qui n'était pas énoncé littéralement, parce qu'il y a un personnage qui raconte tranquillement la note d'intention là. Toutefois, le rappeler dans ce nouvel environnement, avec ces nouveaux personnages, ça a du sens, et ça en rajoute encore au poids symbolique qu'il y a sur les épaules du personnage. Une fois de plus, loin de moi l'idée de spoiler, mais ça s'empare en plus à la fin d'autres sujets que le premier film traitait aussi, mais en faisant une référence très appuyée à une actualité très récente. Encore une fois, on a cette idée que les choses semblent changer, mais qu'elles ne changent pas. Donc voilà, vous noterez que je n'ai pas vraiment donné mon avis sur le film, même si vous avez dû deviner que je le trouve très intéressant. Le but, c'est de montrer que bon, déjà, ça paraît être une évidence, mais il faut parfois le rappeler. Le cinéma n'a ni cessé, ni commencé à être politique à partir des années 2020. Il l'a toujours été, même le cinéma d'horreur, et je dirais même surtout le cinéma d'horreur. Et bien que le film divise, c'est bien d'aller le voir, malgré ses airs de reboot un peu opportunistes, parce qu'il a un point de vue, il dit des trucs sur son monde, sans jamais oublier d'être un film d'horreur, et qu'il l'apprécie ou pas le résultat, je pense que les admirateurs du film original sont finalement assez curieux de le voir, et ça va créer des débats, et ça tombe bien, parce que nous on passe notre temps à débattre, avec bienveillance bien sûr. J'ajouterais même qu'on vous conseille carrément de regarder les deux films à la suite, peut-être du coup que vous serez d'accord avec nous pour dire que parfois, les suites, c'est cool. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir Candyman quand il sortira, ou s'il est sorti, je sais pas ce qui se passe au moment où je tourne cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, c'est assez intéressant, on est très curieux de voir la réception de ce film-là en France. N'hésitez pas également à vous abonner, n'hésitez pas à nous donner plein d'argent, tout ça vous n'êtes pas obligé d'hésiter de le faire. Sinon, moi je vous dis à la prochaine, salut!